Hello, hello tout le monde. Bon lundi. Bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Alors, on continue notre série Anatomie. On va reprendre ce qu'on avait déjà fait en live, mais qui n'avait pas été enregistré malheureusement et que je n'ai pas pu proposer la rediff sur YouTube. Donc on va refaire un petit point pour que je puisse garder la rediff et que je vous la mette sur ma chaîne YouTube, pour que vous puissiez aller la voir voilà, quand vous voulez, pour reprendre des points. On va rebalayer donc ces planches-là qu'on a déjà fait. Et ensuite, on va attaquer la mandibule, qui est aussi évidemment un os du crâne. Voilà, donc notre programme pour cette fin de matinée là est ce midi. Alors, comme d'hab, je me réinstalle. Juste, je mets... Alors, mon suivi... Alors, est-ce que je vais réussir à mettre ça comme je veux? Pardon. Si je pouvais me mettre mon suivi de stream comme d'hab, ce serait topissime. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, nickel. Et bien voilà, je suis prête. Alors, on va reprendre ensemble ce qu'on avait déjà vu. Alors, hop, je monte un tout petit peu. Voilà, j'espère que le son de la musique, je ne sais pas si vous l'avez ou si vous gêne, en tout cas, il faudra me le dire. Alors, on va se prendre un petit crayon, se montrer tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, là, on va essayer de se mettre un peu dans la lumière quand même. Là, on avait vu déjà que la tête osseuse est divisée en deux parties. Le neurocrâne, qui contient l'encéphale et les enveloppes méningées, et le viscérocrâne, qui est le squelette facial. Donc, on discerne bien deux espaces. La partie du crâne qui va contenir l'encéphale, les méninges, le cervelet, une partie tout ce qui est début du tronc cérébral aussi. Voilà, il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. On va dire que c'est la partie qui contient le cerveau, pour faire assez simple. Cerveau, cervelet et les méninges. Et il y a toute la partie des os de la face, qu'on appelle le viscérocrâne. Ça, c'est le neurocrâne, ça, c'est le viscérocrâne. Pardon. La tête est composée de 22 os. Elle contient aussi les osselets dans l'oreille moyenne. Là, on a le méa auditif. Et à l'intérieur, vous avez toute l'oreille. Donc d'abord, il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les osselets font le relais entre le tympan et l'oreille interne. C'est eux qui vont transmettre le son jusqu'à ce que ce soit transformé derrière en information nerveuse, neurologique, interprétée par le cerveau. Voilà, et c'est des tout petits os, il y en a 3. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Alors, il y a 8 os qui forment le crâne, donc la partie neurocrâne, et il y en a 14 qui forment la face. Les orbites, ou cavités orbitaires, c'est pour les yeux. Là aussi, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs os qui forment toute cette cavité pour l'œil, le globe oculaire. Les orbites siègent donc entre la calvaria, qui est la calotte du crâne, et le squelette de la face. C'est lui qui fait un petit peu, on va dire, l'interface entre la fin de la partie de la, voilà, on dirait un peu boîte crânienne qui contient le cerveau, et la face. C'est lui qui fait cette sorte d'interface. Ça se passe un peu au niveau de l'orbite. Et ils sont formés par 7 os différents. Dans cette cavité, ces orbites, il y a 7 os différents. On voit bien les différentes couleurs. Pour les os du crâne, on avait colorié pardon, en utilisant différentes couleurs. Nous avons donc les deux frontaux qui fusionnent pour ne former ensuite qu'un seul os frontal. Le frontal qui est ici, en bleu. Il remonte assez haut, même encore derrière l'insertion des cheveux. Ça remonte vraiment assez haut, on peut le sentir. Si vous palpez et que vous allez vraiment derrière la racine de vos cheveux,
vous allez sentir la suture coronale, ici, la petite suture dentelée. On avait vu dans une autre session les différentes articulations, dont les sutures crâniennes, qui sont des sutures fibreuses. Ensuite, vous avez les deux os pariétaux, l'os pariétal, deux os pairs, qui sont comme deux volets à la partie latérale du crâne. Vraiment, vous avez deux os comme ça qui viennent se poser de manière latérale et à la partie supérieure du crâne. Ça part donc de la suture coronale qu'on a vue. Et si vous suivez au milieu, on va dire au niveau de la raie des cheveux, pas tout à fait, puisque tout le monde n'a pas une raie qui est située pile au milieu du crâne, mais vous allez pouvoir sentir là aussi une suture dentelée. Mais ça, c'est la suture sagittale. Ensuite, vous avez le sphénoïde, qui est un os, on va dire, qui est situé plus ou moins, je m'entends, au milieu du crâne. Il est un peu compliqué à se représenter dans l'espace, mais vous voyez qu'il est situé derrière les yeux. En gros, on va dire qu'il est entre les yeux et l'oreille. Donc vous voyez, il va être situé déjà à une partie un peu plus postérieure du crâne. Et vous allez vous allez sentir la grande aile du sphénoïde à peu près au niveau des tempes. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tempe, vous ne sentirez pas forcément l'os temporal. L'os temporal qui est ici en orange, il est plutôt, on va dire, à hauteur de l'oreille. Donc il est un peu plus à l'arrière de la tempe. La tempe, elle est formée avec plusieurs os. Il y a du frontal, du pariétal, du temporal un tout petit peu et surtout du sphénoïde. Là en vert, vous avez le zygomatique qui forme la pommette. Donc vous voyez que l'os sphénoïde, il est derrière, vraiment entre la partie de l'orbite, l'oreille, derrière le zygomatique, derrière la pommette, vous avez là l'os sphénoïde. Et si vous regardez un crâne en vue inférieure, là vous regardez quelqu'un du dessous, là on voit l'articulé dentaire supérieur, le palais. Mais vous voyez que l'os sphénoïde, là il y a le zygomatique qui est là, la pommette. Vous voyez que l'os sphénoïde, il est derrière le palais, il est derrière la mâchoire. C'est ce qu'on voit en rouge. Et il forme aussi le fond de l'orbite. Donc c'est vraiment un os qui est un peu enchâssé au milieu de tous les autres os du crâne, comme l'os ethmoïde aussi d'ailleurs, il est un peu dans ce cas de figure-là. Ensuite, on en parlait juste là, vous avez le temporal. L'os temporal, il y en a deux. L'os sphénoïde, il n'y en a qu'un. Les temporaux, il y en a un de chaque côté. C'est lui qui supporte donc l'oreille, c'est ce qu'on a dit. Et il a plusieurs zones. Il y a la partie squameuse, qui est plate, puisqu'elle va former la fin, on va dire, de la boîte crânienne. Il y a une petite écaille là, qui va former la fin de la boîte crânienne. Il y a la partie du méa acoustique, du méa auditif. Vous avez une branche qui part pour former aussi une partie de la pommette. Là. D'ailleurs, vous pouvez sentir la suture qui est ici entre le zygomatique et le temporal, une petite suture qui est en biais, comme ça, en diagonale. Vous pouvez la sentir aussi si vous palpez la pommette. Et vous avez la partie de la mastoïde, la partie, on va dire, un peu pétreuse. C'est derrière l'oreille, vous avez ce qu'on appelle le rocher. Vous avez une sorte de... on appelle ça le rocher puisque ça s'apparente un peu à un rocher dans la forme. C'est un gros pointu, si je puis dire. Si vous le sentez derrière l'oreille, vous avez une grosse partie massive là. Et bien c'est cette partie-là, c'est l'os temporal. Et dans certaines chutes, certains accidents, vous pouvez avoir une fracture du rocher. C'est ça. C'est un os qui est un peu spongieux. Il y a plein de maillages à l'intérieur. Et quand vous tombez, eh bien voilà, l'énergie va traverser ce maillage et ça va donner une fracture du rocher. Et ça peut se voir parce que vous allez saigner de l'oreille. Voilà ce que je peux vous dire à propos de notre os temporal. Et là, il y a une petite styloïde là.
qui est l'insertion de certains os pour le cou, la langue, la mâchoire. Voilà, ça c'est une zone d'insertion musculaire, la styloïde, de l'os temporal qu'on voit ici aussi. Ensuite, en violet, vous avez l'os occipital ou occiput, qu'on appelle aussi C0, puisqu'il s'articule avec C1, la première cervicale. On en a parlé aussi sur un autre live. Donc, on peut aussi le nommer C0, comme si c'était la vertèbre cervicale initiale 0. Voilà, il est en violet. Donc, il forme la partie postérieure du crâne. Et il revient beaucoup, là on a toujours notre vue du dessous, et l'occiput revient vraiment vers l'avant, très franchement vers l'avant. Et c'est là où vous avez le foramen magnum, qui est la transition entre la fin de tout ce qui est cerveau, cervelet, c'est le début des troncs cérébrales, etc. Et la moelle, en fait, va sortir par ce trou. Et là sont situés C1, C2, voilà, vous avez toutes les vertèbres après qui s'empilent ici. Et c'est le début de la moelle, ici. Ça traverse l'occiput. Et l'occiput va venir s'articuler avec tout ce qui est... 1, 2, 3. Tout ce qui est sphénoïde. Et si je dis pas de bêtises, notre 12 wetting, notre vomère aussi, pardon. Voilà, donc il revient assez franchement vers l'avant jusqu'à la base du crâne. Hein, c'est pas juste une coquille voilà, qui est à la partie postérieure, il revient aussi franchement vers l'avant pour aller jusqu'à la partie des os du milieu du crâne, là, sphénoïde, vomère, etc. Hop. Donc ça, c'est notre partie du neurocrâne qui contient ce qu'on appelle un peu boîte crânienne, hein, ce qui contient le cerveau, cervelet, etc. Tous les os du crâne sont rattachés les uns les autres par des sutures type fibreuse et immobile. Ça, vraiment, c'est enchâssé, c'est dentelé, c'est enchâssé les uns dans les autres. Voilà. Ça, c'est les sutures fibreuses, peu mobiles, très solides du crâne. Donc, on a la coronale, entre frontale et pariétale. Nous avons la lambdoïde, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est celle qui est entre les os pariétaux et l'occiput, puisqu'elle a une forme de lambda. La sagittale, on en a parlé tout à l'heure entre les deux os pariétaux. La suture squameuse, alors la sphénosquameuse, elle est ici, entre le squame, la partie squameuse hein, de l'os temporal et le sphénoïde. Hein, on en a parlé ici. Et ensuite, nous avons la sphénopariétale qui est ici, entre sphénoïde et pariétal, comme son nom l'indique. Vous avez la suture squameuse tout court, entre le squame, la partie squameuse du temporal et le pariétal. Voilà. La pariétomastoïdienne, je me demande si j'en ai pas loupé une dans l'eau. Alors, la pariétomastoïdienne, on en a parlé ici, entre la mastoïde, le rocher du temporal et l'os pariétal. Et ensuite, l'occipitomastoïdienne, ben oui, entre, comme son nom l'indique, occiput, pardon, et mastoïde. Là, vous allez la sentir derrière l'oreille, celle-là. Elle se sent assez bien en général. Vous partez à l'arrière du rocher et vous allez tomber dans une dépression. Voilà. Une dépression osseuse, bien sûr, hein, pas une dépression mentale. Voilà, à ce niveau-là. Normalement, je n'en ai oublié aucune. Là. On est bon. Ensuite, nous avions colorié tous les os de la face. Ils sont tous pairs, sauf la mandibule qu'on verra tout à l'heure, et le vomère qu'on a vu un tout petit peu ici, qui est une grande lame qu'on voit là. D'ailleurs, 12, pour pas continuer mes mauvaises habitudes, je n'ai pas fini. C'est incroyable, je n'ai pas fini ma légende. Oh, je me fatigue. Alors, je vais la finir maintenant, comme ça au moins ce sera carré. Notre vomère qui était en noir.
J'avais pas forcément assez de couleurs. C'est rare qu'on fasse des os de couleur... voilà, qu'on fasse des dessins anatomiques avec la couleur noire. Hein. C'est pas très usuel, mais bon. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Le 12, ça c'est notre Vomère. Et qu'est-ce que j'avais oublié? 11 pour notre cornet. Alors non, on va prendre un si foncé. Voilà, notre 11 pour les cornets nasaux. Et là, l'inférieur. Voilà. Comme ça au moins, c'est carré. Est-ce que j'avais fait... Oui, pourtant, 11, 11, 11. Non, j'avais pas forcément fait de feutre. Voilà. Nickel. Alors. Oups là. Alors, pour souligner les os du crâne, c'est parti. Nous avons les deux os nasaux, os nasal. L'os nasal, lui, c'est comme un volet, deux petits volets. Alors, deux petits volets qui seraient posés comme ça, à la base du nez. C'est la partie dure avant la partie cartilagineuse qui est mobile du nez. Vous avez deux petits volets là qui sont posés comme ça sur la base du nez, tout simplement. Là, c'est deux petits os. Vous pouvez sortir, si vous palpez un petit peu, il peut y avoir des petits reliefs qui correspondent aux différentes sutures entre le frontal et le nasal, entre les deux os nasaux et entre le maxillaire supérieur et les os nasaux. Là. Tout ça, c'est des sutures. Et puis, bien évidemment, là, vous avez ensuite la partie cartilagineuse qui n'est pas représentée ici, puisqu'on est sur la partie osseuse, donc en dur. Hein. En 8, qu'est-ce qu'on a après? On a l'os lacrymal, qui fait la partie aussi intérieure, interne de l'orbite. Le voilà en bleu foncé. Si vous prenez de profil, vous avez d'abord le petit volet qu'on a dit l'os nasal. Ensuite, vous avez la branche montante du maxillaire qui aussi s'articule avec l'os frontal. Et vous avez encore derrière l'os lacrymal, un petit rectangle, voilà, qui est à l'intérieur de l'orbite, à la face interne. Ensuite, vous avez le zygomatique, on en a parlé tout à l'heure, qui est ici, qui forme vraiment la pommette. C'est l'os de la pommette. Hein. Il forme à la fois la partie latérale de l'orbite et qui monte, il a sa branche montante là avec le frontal, ici. Et ensuite, il y a une branche horizontale qui va s'articuler avec l'os temporal. Et à l'avant, il s'articule avec le maxillaire supérieur. On a les cornets nasaux, cornet moyen, cornet inférieur, là, qu'on a représenté ici, en rose et en marron. Ces cornets, ils permettent de créer des turbulences à l'intérieur du nez, entre guillemets. Donc l'air inspiré va passer par des détours à l'intérieur du nez. Et c'est ça qui va permettre à la muqueuse de réchauffer. Ça va lui laisser plus de temps pour réchauffer l'air, pour ne pas irriter nos voies aériennes, hein, pour ne pas irriter donc tout ce qui est bronches, poumons. Ça permet aussi aux muqueuses de filtrer, d'accrocher les particules, etc. Donc ça permet au corps d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'espace pour que le nez remplisse ses fonctions. Voilà. Donc les cornets sont là pour ça. Je pense que j'avais vu... Alors attendez, je me permets de chercher. Sur ça, on ne le voit pas super bien. Je cherche s'il y a une coupe de la face pour que vous voyez un petit peu le nez, comment ça s'articule à l'intérieur. Ah, attendez, je me permets. Alors ça va peut-être être ici.
Alors là, on commence déjà à voir des petites choses sympas. Là, vous avez une personne coupée en deux, comme ça, par le milieu. Et vous regardez à l'intérieur de son nez. Vous êtes sur le côté et vous regardez. Donc l'air rentre par les cavités, par les narines. Et ensuite, il va traverser, en fait, tous ces cornets, là, on les voit, ils sont là, là. En fait, ça fait des formes de crochets, comme ça, hein. Et ça va permettre à l'air de sillonner à l'intérieur de tout ça avant d'arriver dans les voies aériennes supérieures. Alors, là, on voit la partie vraiment osseuse des cornets. Là, on les voit bien. Cornet moyen, cornet inférieur. Et le cornet suprême, supérieur. Il y a vraiment, c'est comme plusieurs étages. Donc ça va cheminer à l'intérieur. Voilà. Et on voit, ah oui, on voit là aussi, alors, j'espère que vous le verrez, c'est pas gagné, que là, vous avez plein de trous. Il y a des petits méas à l'intérieur du nez pour tout ce qui est sinus, en fait. Dans le nez, bah forcément, communiquent aussi toutes les cavités qu'on a au niveau de la face, le sinus maxillaire, sinus au niveau de l'ethmoïde, etc. Donc en fait, tout ça vient se déverser dans le nez. C'est pour ça qu'une rhinite, par exemple, peut se transformer derrière en sinusite, puisque par les petites cavités, hop, ça va se propager à tout le reste de la face. Et inversement, bah, quand vous avez des sinusites, bah, vous avez le nez qui coule, parce que bah, dans l'autre sens aussi, ça va se déverser dans le nez. Voilà. Alors, je pousse un petit peu mon petit bazar. Nickel. Hop, on est bon. On est de retour. Nos cornets. Ensuite, le vomer. Alors, pareil, c'est en noir, c'est pas terrible mon truc. Mais on voit là, c'est une grande lame qui divise le nez. Quand vous regardez un squelette de face, vous voyez que dans le nez, il y a un os qui sépare le nez en deux. Là, on le voit, qui sépare la cavité nasale en deux. Et bien, c'est cet os-là. Le fond est plat, on le voit à la surface, là, à la vue inférieure, pardon. Et ensuite, ça fait comme un mât de bateau. Ça va créer une lame qui divise la cavité nasale en deux. Alors, blablabla, où est-il? Là. Voilà. Notre vomer sur ce dessin-là, il est en vert. Là, on a la partie de l'os nasal, le petit toit. Ensuite, on a l'ethmoïde, on n'en a pas trop parlé encore. Ensuite, le sphénoïde, on en a un peu plus parlé. Et là, nous avons notre vomer qui est une grande lame plate qui vient séparer en deux le nez. Donc, quand on regarde par l'avant, on enlève le cartilage, ça c'est le cartilage, on ne le voit pas sur un squelette, et bien vous allez tomber directement sur cette lame, le vomer, qui est là. Et derrière, vous avez qui? Notre os sphénoïde. Donc le voilà. Vomer et sphénoïde, ils sont très liés l'un à l'autre. Le massif de la face, hein, c'est pas toujours simple à bien comprendre. Hein. C'est plein de petits os imbriqués avec des formes très particulières les uns dans les autres. Donc, pas de panique. Je comprendrai que ce soit la partie la plus compliquée. En 13, ben, on a qui? La mandibule, appelée aussi maxillaire inférieur, parce qu'en vert clair, vous avez le maxillaire supérieur. Et là, vous avez la mandibule ou maxillaire inférieur. Ces deux os supportent les dents, qui sont des articulations, là, les dents. On les a vues aussi lors du live
sur les articulations. Hop, si je retrouve... Est-ce que je vais retrouver... Voilà. Voilà. Hein, pour reparler des articulations, nos articulations dentelées. Pour le crâne. Et là, on nous dit aussi que les dents dans la mâchoire sont des articulations fibreuses de type synarthrose qu'on appelle gomphose. Voilà. Comme ça, vous pourrez briller au dîner de famille. Vous saurez que quand on mâche, on stimule toutes nos gomphoses qui sont les articulations entre la dent et nos maxillaires. Entre les dents et nos maxillaires. Et ensuite, on a le palatin. Notre palatin qui est en marron foncé au niveau, là, le 14, qui forme la partie, on va dire, il est derrière la partie membraneuse du palais. Quand vous touchez votre palais avec la langue, la première partie, c'est le vert, c'est du maxillaire. Vous sentez la suture quand vous touchez avec votre langue. Vous sentez la suture là entre les deux maxillaires. Et après, si vous reculez, vous sentez que c'est le début du voile. Il y a une partie membraneuse là, du voile du palais. Et bien c'est à peu près à ce niveau-là que va démarrer l'os palatin. Alors, on le voit un peu mieux ici sur la coupe. Alors, est-ce que je vous montre sur celui-là? Ça sera bien aussi. Comme ça, moi, je vais moins galérer. Là, vous avez, eux, ils sont en rose. C'est le maxillaire ici. Et derrière, vous avez l'os palatin qui est en bleu. Il est à la fois relié au palais et il forme aussi la cavité nasale. Donc lui aussi, il est assez postérieur dans le crâne. Hein, on le voit. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer ici. Si je pousse mes petites affaires. Voilà, j'échange. Là, on parlait tout à l'heure de notre partie cartilagineuse, notre ethmoïde, notre vomaire qui est en vert. En rose, eux, ils ont fait tout ce qui est maxillaire avec les dents. Et là, on a le palatin qui est en forme de L, qui est en bleu ici. Qui est vraiment en L à la partie... à l'arrière de la bouche et dans le nez, en fait. Vous avez ce palatin. La partie horizontale forme la partie postérieure du palais et le L vertical est au niveau du nez. On le voit assez bien, pardon, ici, la partie horizontale qui est là et la partie verticale qui est dans le nez. Enfin, dans le nez. Pas le nez de la face. Au niveau des cavités postérieures. Au niveau plutôt tout ce qui est nasopharynx, etc., etc. Voilà. Ah, mais si. Hein. Je vais vous remontrer un autre truc que je vois là et que je n'ai pas reprécisé, mais qu'on a parlé tout à l'heure. Là, on voit donc notre maxillaire, notre palatin, notre sphénoïde, qui est encore plus derrière. Et là, on a qui? Partie basilaire de l'os occipital. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Que l'os occipital revient franchement vers l'avant à la base du crâne. La partie basilaire, c'est ça. Donc vous voyez que ça revient vraiment, la bouche est ici, notre palatin il est là, notre vomaire, notre sphénoïde, et vous voyez que là, la partie basilaire de l'occiput, c'est ça, qui vient jusqu'au sphénoïde. Là, ça remonte vraiment comme ça dans le crâne pour venir choper le sphénoïde.
Et ici, vous avez la petite encoche pour l'hypophyse, qui est une glande hormonale qui sécrète plein de petites hormones, notamment les hormones sexuelles, de croissance. Enfin, voilà, il y en a plein. C'est une toute petite glande qui est là, à la base du crâne. Nickel. Ça, hop, on est bon. Je vais remettre. Alors, pour la petite partie clinique qui est toujours intéressante. Sur une vue latérale du crâne, la région où le frontal, le pariétal, le sphénoïde et le temporal convergent est appelé le point ptérion. Là où le frontal, le pariétal, le sphénoïde et le temporal, c'est ptérion. Ça, c'est le point ptérion. Ici. Il est là. Vous suivez la suture coronale et vous allez tomber sur ce point ptérion. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme petite note sympa? La boîte crânienne est mince et fragile à ce niveau. Et un traumatisme de cette région peut entraîner un saignement intracrânien qui va former un hématome épidural du fait d'une lésion de l'artère méningée moyenne qui va saigner entre la face interne et la dure mère recouvrant l'encéphale. Vous allez vous faire un hématome extradural. Alors, on va reprendre tout ça parce que ça, c'est pas rien. Là, c'est super, le Néther vient de nous apprendre comment tuer quelqu'un. Hop. Et c'est ça aussi qui provoque les chaos. Hein. Parce que si vous tapez quelqu'un... Alors, je suis désolée, je cherche s'il nous montre à un moment donné les artères au niveau de la boîte crânienne. Ah! Alors ça, c'est les artères au niveau externe. Est-ce qu'on va voir celles qui sont à l'intérieur de la boîte? En fait, si vous tapez quelqu'un, vous décochez une droite à quelqu'un au niveau de la tempe, vous allez tomber sur ptérion. Et ici, c'est une petite zone, on va dire, de faiblesse osseuse. Et juste derrière passe une artère qu'on appelle l'artère méningée moyenne. Et ça peut tellement l'impact va traverser, ça va léser cette artère. Et il va y avoir un saignement à l'intérieur du crâne. Vous allez faire un AVC traumatique. Ça va commencer à saigner dans le crâne. Ça va faire un hématome qui va se loger entre le cerveau et l'os, pour être très schématique. Et comme la boîte crânienne, ça porte bien son nom, c'est une boîte qui, par définition, n'est pas extensible, et bien, le sang va prendre la place et va pousser le cerveau. Et donc, vous allez commencer à faire un AVC à cause d'un hématome, enfin d'un saignement intracrânien. Alors là, ça y est, je commence à voir des choses qui peuvent être sympas. Alors, on arrive sur l'encéphale. Vais-je réussir à trouver ce que je veux? C'est pas sûr. Là, on est sur les nerfs. Ah, peut-être. Artère destinée au méninge. Alors, voilà, l'artère méningée moyenne, elle est là. J'ai trouvé. Là, vous avez donc une personne à qui on a coupé la moitié du crâne. Et on voit à l'intérieur de sa boîte crânienne
Et là, vous voyez cette artère-là, l'artère méningée moyenne, donc qui est côté gauche, puisque comme on a coupé, on regarde de l'extérieur, l'intérieur de la boîte crânienne, on est d'accord. Là, vous avez toute la base du crâne, qu'on expliquait tout à l'heure, avec l'occiput, le sphénoïde, etc., qui est donc derrière l'œil, hein. Et là, vous voyez qu'au niveau de la tempe, mais côté gauche, du coup, au niveau de la tempe, vous avez cette artère méningée qui est là, qui longe la tempe comme ça. Et donc, si vous la tapez, elle va être lésée et provoquer un saignement au niveau crânien, intracrânien, qui ne pourra pas s'évacuer et qui va mettre le cerveau en souffrance. Alors, je regarde s'il y a d'autres choses un petit peu sympathiques. Là, c'est pas trop... Alors, artère cérébrale, je cherche l'artère cérébrale. Ça, c'est vraiment ce qui irrigue, le cerveau. Pariétale, artère cérébrale moyenne, non. Ok. Je regarde si j'ai des choses plus pertinentes à vous montrer aussi. Ah oui, ça peut être intéressant à vous montrer par rapport... Pardon. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, encore une fois, vous avez une base du crâne. Ça, c'est l'occiput. Ça, c'est le sphénoïde avec la glande dont on parlait tout à l'heure, l'hypophyse, qui est là. Et vous voyez, ça, c'est l'espace du foramen magnum qu'on évoquait tout à l'heure. Et vous voyez, vous avez tout ce qui est cerveau, cervelet, toute la partie du tronc cérébral, la fin du cerveau, enfin de la partie encéphalique en tout cas, et qui va ensuite donner toute la moelle, vous voyez. C'est là que ça se passe tout ça. Ça, c'est la fin de la boîte crânienne. Tchouk. Je regarde, non, après c'est des images et on part sur le dos. Alors, est-ce qu'ici on voit quelque chose? À l'artère méningée moyenne ici, là. Non. Là, c'est pareil. Alors, là, vous avez coupé quelqu'un, vous lui avez coupé le crâne, vous l'avez scalpé. D'accord? Et vous regardez du dessus. On a enlevé tout ce qui est cerveau, cervelet. Et là, vous avez la petite glande dont on parlait tout à l'heure, l'hypophyse, qui est dans sa petite loge au niveau du sphénoïde. Là, vous avez tout ce qui est occiput. Là, c'est l'arrière du crâne. Là, vous avez du frontal. Là, vous avez tout ce qui est pariétal, temporal. Donc, on est sur le côté. Et là, on revoit cette artère méningée. Vous voyez qu'elle court le long des tempes. Elle remonte sur les côtés du crâne, comme ça. Et c'est celle-là, vous voyez à quel point elle est exposée. Ben celle-là, si vous lui impactez de l'énergie, elle peut vraiment être en souffrance. Et vous voyez, alors, ces artères-là, elles sont situées, vous voyez la membrane, là, les méninges, qui recouvrent, qui sont l'interface, en fait, entre le cerveau, le cervelet et le crâne. C'est le sac, pour être très simpliste, c'est le sac qui protège le cerveau, le cervelet. Et ces artères, vous voyez, elles sont recouvertes. En fait, elles sont derrière. Elles sont dans ces espaces-là, là, qui sont entre le crâne et la membrane. Et les méninges, donc. C'est pour ça que quand elles vont se mettre à saigner, elles vont créer un hématome extradural, à l'extérieur de la dure mère. Vous avez d'autres vaisseaux du cerveau. Eux, s'ils saignent, ça va saigner dans l'espace où il y a le cerveau, dans la cavité vraiment cérébrale. Si c'est un hématome, on va dire intradural, quoi.
Voilà. C'est bien ce qu'on disait. Il saigne entre la face interne des os et la dure mère. Et bien nous voilà pas mal du tout pour cette petite boîte crânienne. On va se rebalayer un petit peu ce qu'on avait dit par rapport au maxillaire, au palatin, au sphénoïde grâce à ces vues-là. On coupe. Cette fois, c'est des vues où on a coupé soit par la moitié, soit on a scalpé la personne. Enfin, le squelette. Personne n'a rien demandé. Alors, la tête osseuse, on continue. Le septum nasal est formé par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, qui est ici. L'ethmoïde, on n'en a pas encore parlé. C'est un os qui est donc posé sur le vomer et qui supporte aussi l'os frontal. Il a cette petite excroissance osseuse qu'on appelle la cristagalie. C'est une zone d'insertion justement de la dure mère et notamment de la faux du cerveau. La faux du cerveau, c'est la membrane qui sépare les deux lobes du cerveau, le lobe droit, le lobe gauche, et au milieu, il y a aussi une membrane. Hop, on va la voir sur le dessin que je venais juste de vous montrer. Ça, là vous voyez, ça c'est la faux du cerveau. Là on voit l'ethmoïde, notamment la lame criblée de l'ethmoïde, on voit les petits trous. Pour les radicelles du bulbe olfactif, en dessous il y a le nez. Donc là vous avez toutes les terminaisons du nerf olfactif qui permettent de transformer les informations des molécules chimiques qu'on respire. Ce nerf, lui, va les interpréter ces molécules-là pour envoyer au cerveau l'information. Et ici, vous avez notre faux du cerveau qui sépare les deux hémisphères. Et là, ici, vous avez la tente du cervelet qui sépare la fin. Au-dessus, là, vous avez posé le cerveau, cette partie du cerveau. Et en dessous, là, ils l'ont découpé, ils l'ont réséqué. En dessous, là, vous avez le lobe droit du cervelet. Voilà, donc vous avez une membrane qui est dans ce sens-là, qui sépare la tête en deux. Et à l'arrière, vous avez une membrane qui est dans ce sens-là, au niveau de l'occiput, qui sépare en haut le cerveau et en dessous le cervelet. Et vous avez aussi une autre petite faux pour entre les deux hémisphères du cervelet, là, qui est le long de l'occiput. On le voit parce que ces membranes, il y a un sillon, on va dire une crête plutôt qu'un sillon, qui les matérialise. Là, on voit cette crête-là. On voit même au niveau de l'os, ça fait comme un petit V. Ça, c'est pour la faux du cerveau. Et là, vous avez une autre crête. Là. C'est pour la faux du cervelet. Et là, le long, vous avez la tente du cervelet qui va venir recouvrir par-dessus le cervelet pour séparer le cervelet du cerveau. Hop, voilà, j'essaie de me caler pour que vous voyez tout. Nickel. Alors, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Voilà. Et là, on voit, il y a des petits trous, là, les petits sillons qui ont été creusés pour laisser le passage aux radicelles du bulbe olfactif dont on parlait tout à l'heure, puisque là, c'est la cavité nasale. Là, les molécules qu'on respire, elles vont arriver, elles vont passer le long. Les nerfs vont les interpréter et vont envoyer ensuite l'information au cerveau. On revoit tous nos différents cornets qu'on avait vus tout à l'heure. Là, on voit notre sphénoïde, notre palatin qui est en forme de L, notre os maxillaire supérieur, notre os nasal, et là, on a le frontal. Notre vomer, qu'on a revu ici. Nos deux os palatins, voilà, toujours. Le cartilage, qu'on ne voit pas là, mais qui est devant, qui prolonge le nez,
cartilagineuse qui est à l'avant ici, qui serait là. Et donc, cette paroi nasale est formée par 7 os. Le nasal, l'ethmoïde et tous les cornets. Le lacrymal, notre os lacrymal, le 3, qui est tout petit, là. Notre cornet, enfin, un des cornets, là, on a l'inférieur, qui est en 4. Les supérieurs, les suprêmes, qu'on avait vus, les moyens. Notre os maxillaire, qu'on a revu. Notre os palatin, qu'on a revu. Notre os sphénoïde, qu'on a revu. La partie inférieure du crâne, la base du crâne, ou plancher, est divisée en 3 fosses. La fosse antérieure répond au plafond orbitaire et reçoit les lobes frontaux du cerveau. Là, on va voir les différents étages. Si on se met de profil, on a l'étage antérieur qui est au-dessus des yeux, qui accueille les lobes frontaux au niveau du cerveau. Donc là, ils sont posés comme ça au-dessus des yeux. C'est ce plancher-là. Ensuite, il y a un autre étage. Vous descendez derrière les yeux et le nez. Vous avez un autre étage qui va être l'étage moyen pour les lobes temporaux. Et ensuite, vous avez l'étage postérieur qui est le plus postérieur, comme son nom l'indique, le plus bas aussi, pour les lobes occipitaux. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec le foramen magnum aussi, fin du cervelet, fin de toute la partie du tronc cérébral, début de la moelle épinière. C'est cette zone-là. Donc là, on voit bien que c'est divisé en un étage, 2 étages, 3 étages. Ça se voit bien sur certaines vues. Alors, je vais essayer de vous trouver une autre vue pour bien le matérialiser. Après, on le voit très bien. Hop là. Sur une partie qui est non colorée, on voit bien les 3 fosses. On voit que c'est 3 zones creuses. Là, vous voyez très bien l'étage antérieur avec la crista galli, la lame criblée de l'ethmoïde, l'os frontal. La première fosse. Ensuite, vous avez l'étage moyen. Là, on voit très bien encore que ça fait une 3e fosse. Et là, on voit l'étage postérieur, la fosse postérieure pour le cervelet, etc. Et on revoit les sillons, les crêtes pour l'insertion faux du cervelet, tente du cervelet, là pour la faux du cerveau. Donc là, on les visualise très bien, les trois étages, les 3 loges. Il faudrait que j'essaye de vous montrer, je ne sais pas s'il y aurait une zone qui permet de voir vraiment que c'est vraiment étagé aussi dans l'espace, mais je ne sais pas si je vais réussir à vous trouver ça. Je vais chercher quelques petites minutes, mais là on est sur des cervicales. Et là on part sur la partie musculaire. Du coup, je crois qu'on va un peu avoir fini la zone. Ah, là on le verra un petit peu. C'est pas le but de la planche, mais on le voit. Là c'est quelqu'un qui est de profil. On voit la première partie antérieure, la plus haute. Ensuite, vous avez l'étage moyen et l'étage postérieur. On voit vraiment qu'il y a un effet de marche. Voilà. Après tout ça, on l'a revu. C'est le nez, etc., etc. Je vais continuer à chercher s'il y a, mais on m'étonnerait. Si je pouvais vous montrer aussi le bulbe. Ah, voilà. Ça, j'aime bien montrer ça. Le bulbe olfactif, là, on le voit. Ça, c'est notre étage antérieur. La base du frontal. Voilà. Avec notre bulbe olfactif qui longe, qui va jusque sur l'ethmoïde et qui traverse la lame criblée. On voit pourquoi elle est criblée. Elle est criblée de trous pour toutes les radicelles. Hein, lame criblée de l'ethmoïde, bulbe olfactif. Et là, on voit quand on respire, à travers les cornets, toutes ces turbulences, voilà, l'air va venir effleurer ces radicelles et ça va transformer l'information.
Voilà. Nickel. Donc la partie postérieure reçoit le cervelet, le pont et la moelle allongée, hein, c'est ce qu'on disait. Tout ce qui est fin, les transitions en fait entre cerveau, cervelet, et ça va se transformer pour former la moelle épinière. C'est une zone de transition. De nombreux orifices existent au niveau de la base du crâne. Ils sont appelés foramen. Hein, c'est ce qu'on disait, le plus connu, le plus énorme, d'où son nom. C'est le foramen magnum. Mais il y en a plein. Le foramen pour l'âme criblée, c'est ce qu'on a vu, ça c'est pour le bulbe olfactif. Le canal optique pour le nerf optique, dans le sphénoïde. La fissure orbitaire aussi, là, on le verrait à ce niveau-là. Là, c'est pour le nerf maxillaire, le 5-2. Le 5e nerf crânien a trois branches. Le 5-1, le nerf ophtalmique, le 5-2, le maxillaire, et le 5-3, le mandibulaire. Ils traversent tous les trois le sphénoïde par le foramen orbitaire, le foramen rond et le foramen ovale. Ensuite, le foramen déchiré, lui, qui est formé par la réunion de trois os, sphénoïde, occipital et temporal. Ensuite, le foramen épineux, lui, pour l'artère méningée moyenne, celle qu'on disait tout à l'heure, que si on la lèse, voilà, elle fait son petit chemin là le long de la tempe. Si elle est lésée, elle va faire un AVC. Le canal carotidien, comme son nom l'indique, pour l'artère carotide interne, celle-ci. Voilà, le petit foramen qui est là. Vous avez le méa acoustique interne, qui est dans l'os temporal. Pour le nerf facial, pardon, et le nerf vestibulo-cochléaire, donc le nerf 7 et le nerf 8. Foramen jugulaire, qui est lui entre l'occiput et l'os temporal, pour les nerfs 9, 10 et 11. Tous ces nerfs-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y en a 12. Donc 12 paires de nerfs crâniens. Ce sont des nerfs qui prennent leur origine au niveau du cerveau et qui vont se ramifier ailleurs dans le corps humain, surtout au niveau de la face, mais notamment le nerf vague, le 10, qui est le nerf crânien le plus long, puisque c'est lui qui va aller jusqu'à nos viscères au niveau cœur, ventre, pour faire le relais nerveux entre notre cerveau et nos organes. Voilà, les informations vont dans les deux sens. Les organes remontent des informations au cerveau, et le cerveau lui aussi fait redescendre des informations pour le fonctionnement. Voilà, l'un et l'autre communiquent dans les deux sens. Et d'ailleurs, on a découvert qu'il y avait plus d'informations qui montaient des viscères vers le cerveau. Donc ça veut dire que nos organes communiquent énormément de choses à notre unité centrale. Et ça, il ne faut pas l'oublier, hein, que notre corps nous parle. Ensuite, dans l'occiput, il nous reste le canal hypoglosse pour le nerf hypoglosse, le 12, et le foramen magnum pour la moelle allongée, et la suite des méninges, puisque les méninges protègent le cerveau, le cervelet, etc., tronc cérébral, et ils protègent aussi toute la moelle épinière et les gaines des nerfs aussi. Donc c'est vraiment ça, c'est une grande membrane qui va du crâne jusqu'au coccyx. Ce qui peut des fois expliquer pourquoi quand on tombe après une chute sur les fesses, on peut aussi avoir des maux de tête. Parce que cette membrane-là aurait été un peu secouée et ça transmet l'énergie dans cette même unité, quoi. Les méninges, c'est une seule et même entité anatomique. Hop, voilà. Les foramen. Donc d'importantes structures, en particulier les nerfs crâniens, les 12 paires de nerfs crâniens, émergent à la surface de l'encéphale, traversent les foramen pour devenir extracrâniens. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ce sont des extensions du cerveau qui vont traverser la boîte crânienne pour aller diffuser ailleurs leurs fonctions. Ces structures importantes sont référencées dans l'illustration concernant la base du crâne. J'ai une autre planche sans couleur, peut-être qui va vous permettre de voir un petit peu mieux tous ces foramen. Alors, je switch. Voilà.
Là, on voit très bien que le crâne est criblé de trous. Toutes les légendes, là, vous voyez, foramen, 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 hiatus, hiatus, foramen, canal. Tout ça, ça veut dire que c'est un trou et il y a un truc qui passe dedans. Fossette, fossette, foramen, canal, fissure, conduit, foramen, fosse. Tout ça, vous voyez le nombre de trous qu'il y a dans notre crâne. C'est énorme. Que ce soit pour des artères, des nerfs, des veines. Il y a beaucoup d'interfaces, d'interactions, beaucoup de choses qui se passent entre notre crâne, qui est notre unité centrale, hein, et le reste du corps. Voilà, nous en avons fini pour ces deux jolies planches du crâne. Hop, je baisse un peu mon son. Voilà. Qui sont issus, je ne l'ai pas rappelé, mais du livre Anatomie à colorier. Et une version, voilà, dérivée de l'Atlas d'anatomie humaine du Néther, qu'on appelle le Néther. C'est un... Là, ça y est, je vous ai perdu, autant pour moi. Voilà, j'espère que personne n'est tombé, vous n'êtes pas fait mal. Ce livre est... Oh, attendez, hop là, mon fil qui se promène. Voilà. Ce livre, c'est des planches anatomiques de couleur, faites main, mais il n'y a pas d'explication. Voilà. Donc c'est un très beau livre, mais qui n'est pas, comment je pourrais dire, qui n'est pas à usage d'apprentissage. C'est un support qui est chouette si vous avez déjà des cours d'anatomie, mais ce livre-là est top si vous voulez en apprendre plus, parce que vous allez avoir toute la partie derrière d'explication, en fait, accolée à chaque planche. Voilà, et ça va vous permettre de colorier selon les indications du livre. Là, on avait fait les vertèbres aussi il y a quelques temps. Là, on aura aussi toute la cage thoracique à faire. Enfin, voilà. Et ça, c'est un livre qui permet d'apprendre plus de choses puisque vous avez les explications qui vont avec. Donc, si vous êtes passionné, vous êtes un curieux, vous êtes dans le milieu de la santé, du soin, dans le milieu du sport, ça, c'est un super livre si vous n'avez pas de cours d'anatomie en tant que tel, quoi. Ça, c'est super. Ça va vous permettre déjà d'apprendre et de cheminer un petit peu tout seul et de compléter vos informations. Et coucou Rectoon. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Ça me fait trop plaisir de vous revoir en ce lundi là. Comment ça va? Hello, hello. Hello tout le monde. Vous arrivez pile au bon moment parce que je viens juste de finir le résumé du crâne que je n'avais pas enregistré quand j'avais fait mon live. Et là, on va partir maintenant sur la mandibule. Et il me semble qu'on s'était déjà vu quand on avait parlé du crâne, donc ça vous évitera d'avoir des redites. Même si, il paraît que l'anatomie, il faut l'apprendre 7 fois et l'oublier 6 fois pour vraiment tout connaître. Même moi, des fois, j'ai encore des oublis, pour vous dire. Mais comment vous allez tout le monde là? Qu'est-ce que vous faisiez ce matin de votre côté? C'est trop chouette de vous avoir. Alors, je regarde un petit peu. Mais ça va super. Ça va super bien. Merci beaucoup. Merci encore pour votre présence, pour le raid. Ça fait trop chaud au cœur. Ah, ça jouait à LOL ce matin. Et ça discutait de chill. Ah bah, c'est super. Nickel. Ah bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. LOL, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué. Moi, je suis plus World of Warcraft que LOL. C'est arrivé un peu après. Je suis une vieille. Impec. Bah, c'est nickel. Full lose. Il y a des jours comme ça. C'est les lives de la gagne. C'est les meilleurs. Oh, ça fait longtemps. Ouais, ben moi, ça fait peut-être 2 mois là que j'y ai pas rejoué.
J'avais pas mal de choses au niveau sportif, notamment. Et ça m'a un peu éloignée de, on va dire, du gaming en ce moment. Mais je garde mes petits lives d'anatomie, comme ça c'est chouette. Puis ça me permet de les mettre aussi sur ma chaîne, donc ça fait du contenu anatomie. Je trouve ça c'est cool, ça change. Mais WoW, c'est le jeu de ma vie. C'est toute mon enfance. La dernière extension. Et après, t'as arrêté. Bah oui. Ah ouais, je l'ai fait un peu la dernière extension, la The War Within. J'ai même pas fini la campagne encore. Je me suis arrêtée. Mais je reprendrai, je pense, d'ici cet été, j'aurai plus de temps. Tranquille. Mais il y a d'autres extensions auxquelles j'ai moins accroché. Là, j'ai hâte qu'ils sortent la version retravaillée de Mist of Pandaria. Alors là, ça va être incroyable. Là, ils sont sur Cataclysme en classique. J'ai hâte qu'ils refassent Mist of Pandaria. Ah oui, t'es solo? Eh ben écoute, il va falloir se capter, comme ça tu seras plus solo. En vrai, ce serait trop chouette. Bah écoute, si le cœur t'en redit, on se capte. Ça pourrait être trop cool. Mais c'est sûr que c'est un jeu, WoW, c'est vraiment un jeu à but social, hein. C'est trop chouette de pouvoir faire des trucs ensemble. C'est ça qui rend l'aventure vachement plus belle. Eh ben écoute, on se tiendra au jus. D'ici là, on a encore une planche. On a encore du pain sur la planche. On a une mandibule même sur la planche. Et c'est dommage, vous êtes à chaque fois, j'ai des bugs de live. Et là, vous avez loupé que j'ai fait tomber ma caméra. Voilà. Quand c'est pas le livreur qui arrive, c'est le son qui coupe, c'est la caméra qui tombe. Vous avez loupé ce moment encore de mon live. Dommage. C'était le meilleur moment. Je fasse des best-of, ouais, j'avoue. Oh, non, mais best-of, ce sera toujours la même chose, hein. Ce sera soit le livreur qui arrive, ou la poste, soit moi qui fais tomber la caméra, soit un bug de son. Bon, au bout d'un moment, je crois que ça deviendra un peu redondant. En tout cas, merci de votre indulgence de revenir malgré la qualité incroyable de mes lives. Meilleur live. Que serait un live sans bug? Bon, j'espère que vous êtes prêts. Alors, j'essaye de me caler un peu là pour bien voir cette histoire de mâchoire. Ah bah oui, évidemment, c'est le charme. C'est le charme du live, c'est ça qui est cool. Ça, c'est pas comme les montages YouTube où tu enlèves tous les défauts, forcément, etc. Ah bah là, le live, c'est nature. Eh ben coucou, salut Xou. Ah ben ça fait plaisir. Tu sors de ton lurk. Eh ben écoute, bienvenue une fois de plus. Ben ça va nickel. Ça va nickel. Ouais, ce que je disais, je viens de finir ma petite, on va dire, mon débrief de ce que j'avais déjà fait sur le crâne la dernière fois. Je pense que vous étiez là, je sais plus. Je pense que oui. Pour repartir et terminer avec la mandibule, sachant que j'étais un peu frustrée. Mon enregistrement sur le crâne n'était pas, à l'époque, voilà, j'en avais pas. Donc là, au moins, ça permettra de mettre ça sur YouTube, tranquille, et puis de la voir pour forever, pour toujours. Ah ben, bonne promenade. Bonne promenade avec les toutous. C'est chouette. Qu'est-ce que t'as comme chien, du coup? Et du coup, Xou, ça consulte ce matin. C'est chouette.
Bah, moi, ça consulte pas ce matin. Ça colorie. Enfin, j'ai pas colorié encore, là, ça va commencer. On va se relancer sur la planche. Ah si, avant qu'on parte sur la mandibule, j'avais un petit truc à vous montrer sur le crâne. On en avait un peu parlé la dernière fois. C'était le crâne du nourrisson. Tu viens de finir tout juste? Bah oui, 13 h, la base. Une bonne vie de cabinet. Tu vas aller manger là? Tu reprends à quelle heure du coup? Ça s'est bien passé ta matinée, tes consultes et tout? Alors, du coup, là, normalement, je suis à peu près bien calée. La qualité est pas... La qualité est pas folle. J'ai l'impression que c'est un peu floute. Ça me chapouine. Et là, on voit très bien, sur un crâne de nouveau-né, là, qu'au début, quand un bébé naît, les os ne sont pas fusionnés. Vous avez les fontanelles, hein, la fontanelle postérieure ici, la fontanelle antérieure, la fontanelle mastoïdienne au niveau de la mastoïde, hein, qu'on a vu tout à l'heure aussi, la fontanelle sphénoïdale au-dessus de l'aile du sphénoïde. Toutes ces fontanelles-là permettent de laisser du mou, en fait, lorsque le bébé donc, va passer, va sortir, va traverser différents détroits du bassin. Les os vont se chevaucher les uns avec les autres pour faciliter le passage, d'où l'intérêt. C'est comme les plaques un peu tectoniques de la Terre, elles vont bouger, elles vont se chevaucher les unes par rapport aux autres. Et c'est ça qui va permettre au bébé de passer beaucoup plus facilement. Et c'est ça qu'on sent hein, chez les bébés, ces fameuses fontanelles. Voilà. Et ensuite, ça va se fusionner pour former les sutures dentelées qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. Alors, tu bosses pas cet après-midi, projet perso et tout. Ah, trop chouette. Trop chouette. C'est top secret ou on peut connaître tes projets, Ouzou? Bien passé, patient cool. Ouais, c'est trop chouette. Hein. Quand il y a des matinées comme ça, que ça roule, les patients sont trop cool. En vrai, c'est assez rare hein, d'avoir des patients vraiment compliqués ou pas cool. Hein. Je touche du bois. Pour moi, c'est vraiment hyper rare. Donc, je suis contente que pour toi aussi, ça se passe super bien. Ça fait trop plaisir. Ah, ça me fait plaisir de vous avoir. Alors, quelle couleur? Ah oui, on va colorier les dents. Quelle couleur on va se prendre? Alors, attends, on a des dents à faire, une capsule, des ligaments, des disques. Alors, attends, si on a du disque, on va essayer de respecter un peu les nomenclatures et les usages anatomiques. On va avoir des verts, du bleu. Donc, pour les dents, on va se prendre plutôt des couleurs chaudes. Si on se gardait du jaune, du rouge, du orange. Ouais, peut-être un peu de rose aussi. Il nous en faut 4. Allez, roule. Et ensuite, 2 couleurs de vert. On va prendre 2 couleurs bien distinctes. Un clair, un foncé. Et normalement, avec ça, on est nif. Voilà. Non, c'est pas secret. Je dois coudre des tenues pour une représentation de sabre le 14 juillet. Oh, génial! Tu fais de l'escrime artistique, du coup, j'imagine? Moi, je suis trop impressionnée des gens qui savent coudre. Je ne sais absolument pas coudre. C'est catastrophique. Recoudre un bouton, déjà, c'est un exploit. Trop bien. C'est quoi si je peux... Enfin, si je peux me permettre, genre le thème ou... Est-ce qu'il y a un univers? Ouais, c'est ça. J'avais des amis qui faisaient ça aussi. C'est trop chouette. Trop cool. Ben, félicitations. Moi, je suis admirative. 14 juillet. Et c'est pour... Enfin, c'est le gala de l'association, de l'école. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Ou c'est par rapport au 14 juillet en tant que tel. Genre, il y a une fête ou quelque chose là où tu habites.
fois, le temps, c'est un petit peu assombri. Non, ça va. Ça m'énerve, j'ai l'impression que c'est un peu flou sur certains endroits. J'espère que vous voyez quand même bien mon truc là. Sinon, il va falloir que je remédie à cette histoire. Alors, la mairie de la ville veut que l'on fasse une démo pour la fête nationale. Bah, trop stylé. Franchement, GG. En vrai, quand on se fait convier, qu'on est une association ou un club et qu'on se fait convier par la mairie et tout, ça fait plaisir. Aussi chouette. Et du coup, il y a un thème ou ça reprend quelque chose que vous avez déjà fait dans l'année? C'est une création exprès pour la fête nationale? Comment ça se passe? Alors, on va se lire un petit... On va faire ça comme ça. On va se lire un petit chapitre, là, déjà. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les caractéristiques de la mandibule, aussi maxillaire inférieur. Hein. On a le supérieur, l'inférieur, ou mandibule. Ils sont résumés dans le tableau sous-jacent. La mandibule est articulée avec qui? Avec l'os temporal. Hop, on le voit très bien ici. Je me décale un peu du chat, voilà. On rappelle ici le zygomatique, la pommette, la branche horizontale là, de l'os temporal, le méa auditif. Et là, vous avez cette partie-là, là, ce petit condyle qui va venir s'articuler au niveau de l'os temporal. Cette articulation-là, on l'appelle articulation temporo-mandibulaire. Comme son nom l'indique, c'est une articulation entre l'os temporal et la mandibule, tout simplement. Des fois, l'anatomie, il faut pas chercher midi à 14h, tout est dans le nom. Et vous verrez entre les deux qu'il y a un petit disque qui va faciliter le glissement et l'articulation de cette articulation. C'est pas très français, mais vous avez compris. On le voit bien là. Entre donc la partie temporale et la partie du condyle. Et on retrouve notre styloïde là, de l'os temporal, juste au-dessus du méa acoustique. Voilà. Alors, on a monté des chorés tout le long de l'année. La seule condition, c'est bleu, blanc, rouge. Ah! Bon, pour des sabres laser, je pense que ça doit pas être trop difficile. Bleu, blanc et rouge, j'imagine que vous avez peut-être joué sur la couleur des sabres, non? Vous avez, j'imagine, vous avez peut-être combiné, vous avez fait un combo de différentes chorés apprises. Et vous êtes combien à présenter ça? Hop. Allez, on se repart sur les structures. Pardon. Ça a formé le drapeau. Wow, stylé. Très patriotique. Vous êtes 6, bah oui, nickel. 3 duos. Trop bien. Eh ben, oui, en effet. Beau projet, bonne couture pour ça. Et du coup, dans les costumes aussi, vous avez le bleu, blanc, rouge ou pas forcément? Structure. Alors, on a la tête de la mandibule qui s'articule avec la fosse mandibulaire de l'os temporal. Hein, c'est ce qu'on a dit. La tête, là, le petit condyle. Ça, qui vient s'articuler au niveau de l'os temporal. Là, on voit bien la tête, là. À chaque fois. Eh ben écoute, merci à toi, Xu. Sois prudent, ou prudente, je ne sais pas, sur la route. Et puis, oui, beige standard. Bon, ça fera ressortir les couleurs. Et bien, à une prochaine. Bon retour, bon après-midi à toi. Et puis, merci beaucoup d'être passé. Merci pour le soutien. Merci pour les bonnes énergies, comme d'hab. Et puis, bon projet. Belle après-midi à toi. Ciao, ciao. Alors, foramen mandibulaire ensuite. Il reçoit le nerf, l'artère et la veine alvéolaires inférieures qui
pénètre dans la mandibule. Alors, notre foramen, qui est ici. Alors là, ils l'ont mis foramen mentonnier. Bon. C'est le foramen qu'on voyait tout à l'heure. Dès qu'on a foramen, c'est un trou qui laisse passer une artère, un nerf, une veine. Donc là, c'est bingo, on a les trois. Nerf, artère, veine alvéolaire inférieure qui pénètre dans la mandibule. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que normalement, ça, c'est pour le 5-3. Ah, il est là. Foramen mandibulaire, pardon. Autant pour moi. C'est lui qui permet l'innervation de toute la partie des dents. Hop, au niveau alvéolaire. Ici, c'est pour le 5-3. Pour le nerf trijumeau, pardon. Je sais pas si on va le voir. Oula, je fais tomber des petites affaires. Tac. Voilà, autant pour moi. Je regarde si on voit la partie neurologique quelque part. Branche inférieure. Ok. Je regarde en même temps. Foramen mandibulaire, foramen mentonnier. Alors, je regarde. En même temps, non, il n'y a rien de probant pour vous montrer ça. Je continue de chercher si je vois quelque chose au niveau neurologique. Ah si, là, on le voit un petit peu. 5-3. Tchouk. Là, on le voit là, le 5-3. Qui est dans le foramen. Là, si vous palpez la mâchoire, là, vous allez sentir, il y a une petite dépression. Là, à peu près en dessous des canines. Là, vous allez sentir deux petites dépressions, une de chaque côté. C'est pour l'émergence. C'est un peu sensible d'ailleurs quand on palpe. C'est pour la sortie pardon, du nerf 5-3. Je continue à chercher si je vois quelque chose, mais à mon avis, ça m'étonnerait. On part sur le cou après. Là, on est sur le nez, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, peut-être. Ah, oui, si, je vais vous trouver quelque chose là. Là, alors. Là, au niveau du foramen 5-3, on a aussi une artère qui passe. Et là, on voit, ils ont coupé la branche de la mandibule. Et on voit le foramen, en fait, il longe, il chemine dans la mâchoire pour venir s'occuper de chaque dent. Et on voit, avec la légende, qu'on a artère et nerf alvéolaire inférieur. Il y a la veine aussi. Hein. Voilà. Tout ça, ça va venir s'occuper de toutes nos dents. Et vous avez l'équivalent sur le maxillaire supérieur avec les artères alvéolaires supérieures. Là. Tchouk. Voilà, comme ça. Je suis contente d'avoir trouvé une planche là pour bien montrer ça. C'est nickel. Et là, on voit là, le foramen. Là, c'est, on regarde pardon, l'intérieur d'une mâchoire. On voit le foramen là. Et on voit que ça va cheminer à l'intérieur. Voilà. Pour revenir sur chaque dent. Voilà. Là, on voit que celui-là, il est à l'intérieur. Celui-là, il est la face extérieure. Au niveau du foramen mentonnier, ça, c'est le foramen mandibulaire. Et ensuite, on a toutes les dents. On a 16 dents pour cette mandibule. 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires qui sont bicuspides et 6 molaires
les dernières sont appelées les dents de sagesse. Jusque-là, pas de surprise. On va colorier les dents. Donc les dents mandibulaires, une couleur pour chaque type. Notez la présence que chez l'adulte, 16 dents pour la mandibule et 16 pour le maxillaire. Voilà, on en a 16 en bas, 16 en haut. C'est tout à fait symétrique. Alors, on va se faire les molaires en jaune. Allez, on est des dingues. Il y en a 6 molaires en tout. Hop. Tac. Sachant que la dernière, hop, c'est la dent de sagesse. Voilà. Bon, je vais faire ma légende correctement. Essayez cette fois. Voilà. Là, on voit, ça c'est la partie de la mandibule, enfin du maxillaire supérieur, pardon. Et là, on a la partie de la mandibule. Là, à chaque fois, ça c'est nos molaires. Ça, c'est de la molaire. Tchouk. Ça, molaire. Molaire. Hop, hop, hop. Ça, c'est de la molaire. Nickel. Molaire, molaire, molaire. Ensuite, on peut ranger ça. On a les prémolaires qui n'ont pas tout à fait la même forme. Elles sont bicuspides. Alors qu'on voit que les molaires sont vraiment cubiques. Donc elles ont 4, on va dire, cuspides, si je puis dire ça comme ça. Et les prémolaires, elles n'ont pas la même forme. Voilà. C'est ce qui permet de les différencier. Là, on est aussi sur de la molaire. Quoique. On peut faire de bêtises sur ça. On s'abstient. Là. Hop. Voilà. De la prémolaire. De la prémolaire. Magnifique. On est bon sur la prémolaire. Les canines. Bah oui. Les canines, on en a 2. Tac. 2 en bas et 2 en haut, évidemment. Voilà. Sachant que les molaires, les prémolaires, leur rôle, c'est de broyer, d'écraser les aliments. Oh, encore une fois, j'ai oublié ma légende. Purée, c'est pas possible. Le rôle des canines, c'est de transpercer, c'est de déchiqueter. Elles sont pointues. Voilà. Et c'est elles qui nous permettent de déchiqueter les choses. Voilà, comme d'habitude. Tac. Et ensuite, il nous reste les incisives. On en a 4. Il peut y avoir des fois certaines atypies où les gens, il leur reste des dents de lait parfois. Il n'y a pas la dent d'adulte qui correspond. C'est pas très différencié mon truc là. Entre 3 et 4.
Mon choix de couleur n'est pas très pertinent. J'aurais mieux fait d'inverser, de laisser le jaune. Alors, on va faire ça comme ça. Du coup, le 4. Alors, on va pas le voir celui-là. Il faut que j'en prenne un plus foncé. Que là, sinon, vous allez rien voir du tout. Voilà. Ça. Alors, les incisives. Ça, c'est fait pour trancher, couper. Les canines sont faits pour déchiqueter. Les molaires, les prémolaires, elles sont faites pour broyer. Ça, broyer ici, tic. Ici, ça c'est quoi comme couleur? On va laisser jaune comme ça. Et du coup, nos canines, elles sont rouges. Voilà. Là, c'est un peu plus, j'espère, visuel. Désolée pour le choix des couleurs qui était pas optimal du tout. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça nous raconte? L'articulation temporomandibulaire, ou ATM, articulation temporomandibulaire, est en réalité composée de deux articulations synoviales séparées par un disque. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais vous avez une articulation là, le disque, et une autre articulation en dessous, avec chacune sa petite zone noire là, qui est la zone synoviale. Les surfaces articulaires de la plupart des articulations synoviales sont recouvertes par du cartilage hyalin. Mais les surfaces de l'articulation temporomandibulaire sont recouvertes par du fibrocartilage. Donc là, ici, ce n'est pas du cartilage hyalin, comme la plupart des synoviales, c'est du fibrocartilage, il va être beaucoup plus solide. L'articulation temporomandibulaire est une articulation synoviale de type charnière. On en a parlé dans les articulations la dernière fois. Ah, si je me retrouve, hop là, mes petites... Ah, j'arrive. Les cellules, c'est pas ça. Voilà. Et bien l'articulation temporomandibulaire, c'est une articulation synoviale, donc, de type charnière. Elle n'autorise qu'un seul grand type de mouvement, même si en vrai, bon, il y en a plusieurs mouvements dans la mâchoire. Là, vraiment, ça fait vraiment ouvert, fermé, ouvert, fermé. Bon, voilà, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Des articulations uniaxiales. Et là, on a le résumé très schématisé de ce que peut être une articulation synoviale avec sa capsule, sa membrane, son liquide synovial. Et là, normalement, il y a du cartilage. La plupart du temps, il est hyalin. Mais là, il est en fibrocartilage. Tac. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Je vais essayer de vous mettre un peu plus dans la lumière quand même là, même si on ne voit pas trop les schémas pour l'instant. Alors, la capsule, ça va de la fosse temporale et du tubercule vers la tête de la mandibule. Donc ça va de toute la fosse temporale, qui est ici, vers la tête. Ça, c'est la capsule. Ça va englober le tour de la tête, comme ça. Hop. Elle permet des mouvements aussi de disduction, de propulsion et de rétropulsion. C'est ce que je commençais à vous évoquer. Bien que ce soit une articulation en charnière,
elle a plus qu'un seul mouvement. Donc on est d'accord qu'on peut ouvrir et fermer la mâchoire. Mais on peut aussi faire des mouvements de déduction. La déduction, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir aller de droite à gauche, comme ça. Sans décrocher la mâchoire, quoi. Ça, c'est la déduction, comme ça. Et ensuite, vous avez des mouvements de propulsion et de rétropulsion. Alors là, instant glamour, c'est vraiment de pouvoir avancer la mâchoire, comme ça, ou de pouvoir la mettre en arrière, en avant, en arrière. Ça, c'est propulsion et rétropulsion. Voilà. Comme son nom l'indique, c'était pas trop compliqué à comprendre. Ensuite, vous avez le ligament latéral qui va de l'os temporal à la mandibule. Alors, est-ce qu'ils nous l'ont mis, notre petit ligament? C'est le 6. C'est celui-ci. En 5, on a notre capsule qui est là. Ah, attendez, je vous sors du... Pardon, excusez-moi, je vous sors du chart. Hop, 5, ça c'est notre capsule. Et le 6, c'est le ligament latéral qui va de l'os temporal, donc la branche horizontale, à la branche montante de la mandibule. C'est un épaississement fibreux en bande de la capsule. C'est vraiment une extension de cette capsule qui se ramifie en un segment, voilà, pour renforcer, elle vient resolidifier en envoyant une extension fibreuse. Et ensuite, on a notre disque qui est entre l'os temporal et la mandibule. C'est lui qui sépare l'articulation en deux loges bien distinctes. Il divise l'articulation en deux compartiments synoviaux, chacun son liquide. Voilà. Et on va les colorier. On va faire ça bien. Alors, comme d'hab, le plus simple, c'est notre disque. En 7. Les disques, par convention, ils sont en bleu clair. Voilà, c'est lui qui va venir diviser notre articulation en deux compartiments synoviaux bien distincts. Et c'est ça, c'est ce disque-là que vous pouvez parfois entendre craquer. Quand on a l'articulation, la mâchoire qui claque, qui craque, mais c'est parce qu'il y a un disque à l'intérieur et que lui, il a sa petite mobilité, il fait sa vie. Et des fois, il a des petits dysfonctionnements, des petits dérapages, des petites glissades. Et des fois même, les gens peuvent rester bloqués avec la mâchoire, bloqués en position ouverte, parce que en ouvrant la mâchoire, le disque a tellement glissé que des fois, il va rester, il va aller un peu trop loin et il va pas revenir à sa position initiale. Donc, les gens, ils restent bloqués parce qu'en fait, le disque empêche la fermeture de la mâchoire. Voilà. Alors, toc, là. Finissons la légende. Et les douleurs de l'articulation temporomandibulaire, vous pouvez voir aussi appeler ça le SADAM, syndrome de l'articulation douloureuse. En fait, SADAM. Alors, là, on est bon. Oui, donc SADAM, S-A-D-A-M. Je n'ai pas précisé. J'imagine que vous aviez compris. Alors, 5, on a la capsule. Tac, alors, 5. Voilà. On a notre capsule qui est là. 5. Et notre capsule, évidemment, à chaque fois. Voilà, 5. Notre articulation. Il y a aussi qui a une forme plus lâche. Là, on voit, là, une forme plus lâche.
pour pouvoir permettre de la mobilité. Là, on est en position d'ouverture. Donc, on voit que ça permet, le fait qu'elle soit plus lâche, cette capsule, d'autoriser les mouvements d'ouverture, de fermeture. Voilà. Sinon, si elle était trop courte et trop rigide, on ne pourrait pas faire grand-chose. Tac. Ça, on est bon. Voilà. Et on a 6, le ligament latéral. Attendez, il faudra quand même que je vérifie ça dame. Il me semble que c'est syndrome algique ou algo... Non, ça peut pas déjà être algodystrophique. Attendez, je vais chercher. De l'articulation mandibulaire. J'ai un doute sur le D. C'est dysfonctionnel. Oh, j'ai un doute. Attendez, je ne veux pas vous laisser avec ça. Voilà, le 6, qui est l'extension, hein, ce ligament latéral. Une extension fibreuse là de notre capsule articulaire. Voilà. Ah, attendez, je me permets, je cherche. J'ai un doute. J'aime pas rester comme ça. Sadam. SADAM ou syndrome algodysfonctionnel. Ah bah oui, parce que je dis c'est pas de l'algodystrophie, c'est pas possible. Donc SADAM, c'est S pour syndrome, A pour algo. Algo, c'est la douleur, c'est algie. D pour dysfonctionnel. AM, donc c'est pour articulation, de l'appareil manducateur. Eux, ils mettent ça comme ça. Appareil manducateur, c'est tout l'appareil qui permet la manducateur, c'est-à-dire mastiquer. Donc SADAM, syndrome algo dysfonctionnel de l'appareil manducateur. Oui, je me disais bien qu'il y avait un truc qui collait pas. Ça me chafouinait. Voilà. Oula, je mets mes planches n'importe comment. Nickel. Ça, on est bon. Alors, il nous termine par une petite note clinique. En raison de son exposition et de sa vulnérabilité, la mandibule est le deuxième os de la face le plus fracturé. Là, je vous le donne en mille, le premier c'est le nez. Hein. L'os nasal est le premier. Ah oui, forcément, quand on se prend un nion en général, c'est soit dans le nez, soit dans la mâchoire. Une luxation de l'articulation temporomandibulaire peut survenir lorsque le condyle mandibulaire passe au-delà et en avant du tubercule. Mais oui, en fait, il suffit que vous prenez un coup dans la mâchoire, voilà, et bien ça va faire sortir le condyle de sa loge et il ne va pas réussir à revenir. Vous voyez cette forme-là, un peu en S. Et bien, il suffit que le condyle passe devant et qu'il reste bloqué, ben vous allez vous retrouver avec la mâchoire complètement luxée. Et là, ben, il va falloir aller aux urgences pour qu'on vous la réduise. Parfois même, un simple bâillement un peu plus large suffit à engendrer cette luxation et c'est en général très très douloureux, ou même des gens qui vont croquer dans des pommes, des sandwichs, etc. Ils vont forcer et là, ça va faire sortir la tête de la mandibule de sa loge. Et là, aïe aïe oui. Pourquoi aïe aïe oui? Parce que forcément, toute cette zone-là, ben, elle est sensible, elle est innervée. Et l'étirement de la capsule va être très très douloureux. Voilà. Et c'est pour ça que rester comme ça, ça sollicite un petit peu beaucoup fort l'articulation et ça fait un petit peu beaucoup mal. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la mandibule. Et il y a un dernier os aussi, on en avait parlé un tout petit peu, qui a son importance au niveau de la face également. C'est pas tout à fait un os de la face, mais c'est l'os hyoïde. C'est un des rares os qui n'a pas d'articulation avec personne. Il flotte, c'est comme un os un peu sésamoïde, on en avait parlé aussi au niveau des os. Quand on avait fait la planche sur le squelette, vous avez des os
comme la rotule, les os sésamoïdes par exemple, qui sont enchâssés, qui sont noyés dans une masse fibreuse ou musculaire ou ligamentaire. Et bien l'os hyoïde, c'est pareil, c'est un os qui est à la base du cou, juste derrière la mâchoire. Vous pouvez le sentir, vraiment si vous longez la mâchoire, vous glissez à peine un doigt en dessous et vous allez sentir qu'il y a un os. Là, vous pouvez basculer de droite à gauche, c'est un peu bizarre comme sensation. Et bien c'est l'os hyoïde. Il sert d'insertion, là on le voit, il sert d'insertion à des os du plancher de la mâchoire, du plancher de la langue, certains muscles cervicaux. Voilà. Vous avez donc la mandibule, tout ce qui est trachée, etc. Là, c'est ce qu'on sent, hein, les différents cartilages, la pomme d'Adam, etc. Et bien, on va dire entre la pomme d'Adam et la mâchoire, vous avez ici l'os hyoïde, qui a une forme de fer à cheval, qui est comme ça, sous la mandibule, devant les vertèbres cervicales. Voilà, c'est l'os hyoïde. Une petite particularité anatomique, mais qui a toute son importance. Voilà, je regarde un petit peu les planches. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la mandibule? Forcément, la mandibule, c'est la zone d'insertion de tous les muscles masticateurs. Le muscle temporal, pardon, qui est sur le processus coronoïde. L'os, je vais dire os à chaque fois parce que je dis os depuis ce matin. Le muscle temporal, non, j'aurais mes lunettes, c'est celui, quand on mâche, quand vous serrez les dents, c'est celui qui bat sur les tempes là. Ça, c'est le muscle temporal. Il s'insère, il est très très vaste. Il s'insère sur la partie latérale du crâne. Celui-là. Ensuite, vous avez l'os, je vous l'avais dit, le muscle masséter, qui lui est un gros muscle cubique, qui est carré. Quand vous serrez les dents, c'est celui qu'on voit, c'est un peu, désolé du terme, c'est un peu la grosse mâchoire là d'américain. Désolé, j'ai rien contre les Américains. Mais ça fait grosse, voilà, c'est vraiment les muscles qu'on voit à la face latérale là de la mâchoire. Ça, c'est le masséter. Quand vous serrez les dents, vous le sentez là, ça fait une grosse masse carrée là, rectangulaire même. Ça, c'est le masséter. Il s'insère de la branche horizontale du temporal jusqu'à la partie latérale là, de la branche montante de la mandibule. Et ensuite, vous avez d'autres muscles au niveau du plancher de la langue, des muscles du cou. Voilà, mais on va dire que les deux plus importants à retenir, c'est ceux-là. Sinon, vous avez plein d'autres muscles, intracrâniens, des muscles du cou, des muscles de la langue. C'est pas nécessaire pour vous les connaître. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Voilà ce qu'on a fait ce matin. On a balayé tout le crâne. C'était pas une mince affaire. Sur ces magnifiques planches, issues, une fois de plus, du Néther à colorier. Magnifique livre que je vous recommande si vous êtes curieux de l'anatomie, si vous êtes prof de sport, si vous aimez le sport, si vous êtes curieux tout court, vous êtes dans des professions de soins, je vous recommande ce livre, il est super. Et il est dévié. Oh là là. Il est issu de ce livre qui est l'Atlas d'anatomie humaine du Néther. Voilà. Deux ouvrages. Enfin, celui-là, je vous recommande. Celui-là aussi. Mais si vous faites des études vraiment d'anatomie, sinon, c'est pas la peine. Trop complexe, pas assez d'explications. Voilà. Eh bien, mes amis, sur ce, encore une sacrée matinée avec plein de belles choses qu'on a balayées sur ce magnifique corps humain et le crâne qui est d'une complexité, d'une richesse incroyable. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous retrouverez cette session sur ma chaîne pendant 15 jours et surtout sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le replay. Voilà, si vous voulez revoir des détails, vous aurez tout à disposition.
Voilà ce que je peux vous dire. Merci encore pour le raid, merci encore pour le soutien, toute la bonne énergie que vous m'apportez. Et puis, je vous dis surtout bon lundi, bon après-midi, profitez bien, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite, soit pour du gaming, soit de nouveau pour une session d'anatomie. Voilà. Je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous. À très vite, ciao ciao!